merci à tous pour votre intérêt pour ce focus rebond numéro 2. Donc aujourd'hui, avec Duralex, dont on a l'honneur d'accueillir Vincent Valin, qui est le directeur stratégie et développement. Comme beaucoup le savent, Duralex, ce sont des verres solides, une entreprise qui l'est tout autant, un vrai symbole de l'industrie française qui refuse de se briser. Et du coup, il y a eu pas mal d'épreuves, une trajectoire qui a été semée d'embûches et qui aujourd'hui se relance. Donc, je vous invite peut-être à vous présenter, Monsieur Valin. Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là et je suis ravi que vous soyez nombreux pour qu'on puisse échanger autour de Duralex, de cette entreprise française, de sa marque. Voilà. Moi, j'ai porté le projet de reprise au tribunal de commerce d'Orléans après le dernier redressement judiciaire le 24 avril 2024. Euh, le projet que nous avons porté en société coopérative participative a été retenu fin juillet et donc j'ai rejoint la société en août, qui a été créée le 1er août 2024. C'est tout un projet avec une équipe de direction et l'ensemble des salariés qui, pour 60-70% d'entre eux, sont déjà sociétaires. Donc c'est un modèle particulier, un modèle de coopérative. Beaucoup sont peut-être plutôt familiers aux mutuelles, où là, il y a pas de capital social. On est sous des formes d'associations, plutôt les grands assureurs, les grandes mutuelles. Nous, ça reste une SA avec un capital social. Et donc, on a un capital social qui est uniquement composé des parts des sociétaires salariés. Et c'est une scope, donc, qui, par définition, n'a pas d'actionnaire. Le capital social appartient aux salariés et l'idée, évidemment, et c'est un peu la faiblesse du modèle Scope pour une entreprise comme Duralex, c'est un faible capital social, donc c'est peu de fonds propres. Et on a un sujet évidemment là-dessus. Donc la région a abondé à la participation des salariés pour gonfler le capital social. Et on va faire évoluer ce modèle pour eh bien augmenter nos fonds propres, hein. Les fonds propres, vous savez, c'est le capital social plus les réserves. Donc les réserves ne peuvent venir que lorsqu'il y a des bénéfices. 75% des bénéfices de la société iront directement en réserve et 25%, lorsque la société sera bénéficiaire, iront en participation. On a un accord de participation pour les salariés sociétaires. Merci pour cette présentation. Oui, c'est vrai que Duralex, du coup, a été repris sous un statut un peu particulier qui ne parle peut-être pas à tous les entrepreneurs qui sont ici dans la salle. Je voulais qu'on commence tout simplement par rappeler un peu l'héritage, l'identité, puisque c'est vrai que Duralex, alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est les verres à la cantine, hein, quand on était plus jeune. Mais voilà, donc c'est vrai que il y a peut-être des complexités à gérer un patrimoine qui est assez symbolique quand même pour la France, sans figer l'entreprise. C'est tout de même Duralex, c'est un emblème industriel. Est-ce que cela aide ou est-ce que cela pèse au contraire quand on pilote une transformation? Et quels sont les paradoxes d'une entreprise qui peut incarner à la fois tradition et innovation? Je ne sais pas ce que... Mhm, bien Voilà. sûr. Bon, écoutez, là par exemple, je suis à Marseille puisque c'était les rencontres du Made in France hier et ce matin, j'accompagnais Origine France Garantie pour remettre la certification Origine France Garantie à la Savonnerie de Marseille, qui est une entreprise du patrimoine vivant comme Duralex, qui donc est une entreprise qui a le label Origine France Garantie comme Duralex, donc une entreprise très engagée dans son domaine autour du savon de Marseille et du savoir-faire. Donc on est dans ce registre d'entreprises du patrimoine qui sont effectivement très ancrées dans le passé. Alors Duralex, là on est là aujourd'hui je suis dans cette savonnerie de Marseille qui est dans les quartiers nord avec un savoir-faire incroyable. Duralex, c'est évidemment aussi beaucoup de savoir-faire puisque c'est du verre trempé français depuis 1945. On lance les festivités de nos 80 ans cette année, dès la semaine prochaine.
euh, avec un pack collector, avec un verre, justement, vous parliez de l'aspect ludique qui a été relayé par de génération en génération par les écoliers qui regardaient non pas leur âge dans leur verre, mais le numéro de la soupape et du moule qui nous permet de tracer les problèmes de qualité qu'il peut y avoir éventuellement. Ah, c'est un Donc ça, mythe c'est qui tout. s'effondre. Pour moi, ça a toujours été l'âge dans le verre. Et donc, oui, il y a évidemment un côté très ancré dans le passé. On porte ce patrimoine et cette responsabilité. Et puis maintenant, Duralex, c'est un cas très particulier puisqu'on a une marque qui est très puissante. Donc maintenant, c'est de se projeter dans le futur. Et je pense que vous aurez sans doute vous allez avoir des questions sur ce sujet, sur quel va être l'avenir de Duralex d'un point de vue Oui, produit, d'un point de vue marché. oui, bien sûr. Mais du coup, avant, je voulais peut-être revenir sur un point. Donc, vous parlez de la SCOP. Euh, Pourquoi avoir vraiment choisi ce statut-là en particulier, en fait? Enfin, parce qu'en plus, certains sont arrivés après que la réunion ait commencé et votre présentation. Peut-être que vous pouvez voilà, expliciter le pourquoi. Quand on avait préparé, vous parliez de l'implication du personnel, etc. Donc, voilà. Vous voulez que je reprenne ce que j'ai déjà dit ou... Juste pourquoi avoir choisi ce statut particulier, le SCOP, en fait? Alors, en fait, on est dans le cadre d'une problématique d'une entreprise qui est en souffrance depuis 20 ans, qui a 6 dépôts de bilan. Donc, il n'y a pas de projet pour Duralex qui était un projet entre guillemets, classique où vous avez un actionnaire qui, lui, a deux objectifs. Le premier, c'est une forme évidemment, de retour sur investissement, c'est le premier point. Il n'y a pas de place pour le retour sur investissement chez Duralex avant d'atteindre une situation, une trajectoire de trésorerie positive. Donc déjà, il y a peu d'investisseurs et il y a en l'occurrence pas d'investisseurs autres que les établissements de financement privés ou publics et dans une certaine limite. Et ensuite, l'actionnaire, lui, il veut à la fois une rémunération sur son capital et il veut aussi du contrôle. Voilà. Donc l'idée, c'était de partir sur quelque chose de très différent. L'industrie est sur un temps long. On avait identifié dans le cadre de notre projet de reprise qu'il fallait 15 millions pour relancer la société, le temps de pouvoir atteindre un chiffre d'affaires et des marges suffisantes. Et il y avait un projet sérieux en face qui était un projet avec où la BPI suivait. Il y avait effectivement on saura jamais s'ils avaient les financements nécessaires, mais il y avait potentiellement ils avaient 7 millions et demi, 10 millions peut-être, je ne saurais jamais s'ils avaient 15 millions. Nous, ce projet Scope, c'est un projet très terrain, très local, très territoire. Et donc, le projet était surtout un projet de zéro casse sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un projet de l'intérieur, un projet monté avec une partie de l'équipe de direction historique euh, et François Marciano, le directeur du site, qui connaît bien l'outil industriel. De toute façon, le projet du Ralex, si on veut vraiment se projeter dans l'avenir, ne pouvait pas être un projet crédible côté social, côté effectif. On ne peut pas fonctionner à moins de 230 personnes. Il faut savoir que Duralex, euh, c'était une société qui comptait 5 sites de production pendant les 30 Glorieuses, dont 2 sites en France, un site en Angleterre, un site au Brésil, un site en Espagne, jusqu'à 1800 personnes, et que depuis 20 ans, session par Saint-Gobain en 1997 à Bormioli, et puis là, la fermeture d'usine, le démontage de chaînes de production et de lignes de production a été fait. Voilà, cette société n'a pas eu d'investissement important et suffisant depuis 2004. Et le projet Pyrex n'a pas eu le temps, en fait, de porter ses fruits en termes d'investissement et de relance commerciale. Donc, c'est une société voilà, qui peut pas fonctionner. En fait, l'outil de production ne peut pas servir une relance commerciale avec moins de 230, 240 salariés. Donc, le projet Zéro Casse Sociale, il est d'abord un projet réaliste et crédible, donc très factuel, très fondé, très justifié.
Et donc, le fait de ne pas licencier, ça intéresse beaucoup, évidemment, les collectivités, la collectivité, puisqu'il n'y a pas de coût négatif pour la reprise, licenciement, reclassement, etc., et au-delà de la vie économique locale. Donc, on a été très soutenus et à défaut d'avoir pu lever 15, on a levé 4 millions auprès des banques, avec le Crédit Agricole en tête, un peu la Caisse d'épargne, puis les établissements bancaires de l'économie sociale, France Active, l'URSSCOP, la région pour 1 million, et le reste. Si ce projet a pu être monté, c'est parce que est assez favorable, hein, puisqu'en termes d'endettement, c'est que on a pu vendre les bijoux de famille, c'est-à-dire qu'on a vendu le foncier, on a vendu le terrain de l'usine à la métropole qui nous rachète pour 6 millions d'euros. C'est dans la presse depuis notre conférence de presse du début de semaine, de mardi. Et donc, c'est ce produit exceptionnel de la vente qui vient quelque part en fonds propres et qui vient permettre au projet de démarrer sur l'équivalent de 10 millions de fonds propres. D'accord, merci beaucoup. J'ai oublié de préciser au tout début, il y a le chat, vous pouvez vous poser vos questions donc, via le chat ou m'adresser directement les questions si vous préférez que ça reste en privé et que je puisse les poser après, soit dans la discussion, soit à la fin, voilà, selon comment elles peuvent s'impliquer. Je voulais revenir un peu sur ce qui a failli faire voler Duralex en éclats. En fait, quel a été selon vous le vrai point de bascule? Voilà, je ne sais pas si vous avez pu identifier un, plusieurs, enfin voilà. Vous Je comprends pas la pouvez... question, pardon. Est-ce que En ça a fait, fait voler en éclats? Comment ça? juste avant la reprise, qu'est-ce qui, pour vous, a failli faire voler en fait Duralex en éclats? Quelles ont été les causes identifiées et qu'est-ce qui a été le point de bascule en fait? Duralex, c'est une marque inexploitée, une marque à redynamiser. Donc, l'approche est dans un premier temps, de faire un travail sur la marque et pour ceux qui aiment le marketing, le repositionnement de la marque, c'est-à-dire trouver au travers de ce qu'on va redéfinir sur là, on veut mettre la marque à la fois les produits, ce que seront les produits de demain, et nos canaux de distribution. Donc, on repositionne la marque, on s'adresse à des clients, et ces clients, on va les toucher, entre guillemets, par les produits, les nouveaux produits, l'innovation de produits et les canaux de distribution. Donc, le point de bascule de Duralex, c'est une non-stratégie marketing, c'est une non-stratégie de distribution, c'est un projet de relance par les ventes, hein. C'est le projet de Duralex, une entreprise qui a des coûts fixes importants. Donc, il faut retrouver un chiffre d'affaires très largement supérieur déjà pour couvrir les frais fixes et les frais variables. Ouais. Alors justement, vous parlez de stratégie, de relance. Donc tout ce qui a été mis en place au niveau restructuration, repositionnement, arbitrage aussi stratégique. Comment rebondir quand il y a un environnement qui est quand même assez incertain, que les marges sont fines? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ces points-là? Bien sûr. Non, c'est déjà un travail. Donc le travail de repositionnement, j'en ai parlé. Donc maintenant, on est sur un sujet qui consiste à vendre plus et mieux, hein. C'est un projet de sauvegarde d'entreprise par la relance commerciale. Donc il s'agit bien sûr de recruter 13 personnes entre le marketing et le commerce. Donc déjà remettre côté commerce sur les zones export et en France, mais on a une situation France étranger export qui est très schizophrène. Donc, je peux vous parler du Duralex en France et du Duralex à l'étranger. 40% du chiffre d'affaires se fait en France, 60% à l'export. Donc, avec deux approches assez différentes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur un sujet qui est aujourd'hui très terrain, c'est-à-dire dans l'exécution. Il faut une stratégie de distribution, il faut avoir identifier les bons canaux de distribution, il faut évidemment gérer ça, il faut identifier pour l'export les bons distributeurs qui sont des bons partenaires. Donc il y a un aspect très déjà relation commerciale. Il faut avoir une équipe commerciale qui soit très dédiée et très experte sur nos métiers. Et puis l'aspect marketing vient
définir ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire où on va aller avec, donc par quel canal de distribution, à quel produit, à quel prix. Donc, on a divisé le monde en 9 zones. Chaque zone va avoir son approche, ce sont des zones géographiques, mais qui auront des approches spécifiques. Et on va développer, et ça c'est un sujet franco-français, un nouveau canal de distribution qui est le direct. Donc énormément de digital avec un site internet complètement revu qu'on va présenter dans 2 semaines, qui sera opérationnel dans 2 semaines. Donc un site marchand qui sera le plus performant, le plus travaillé possible, hein. Aujourd'hui, 70% des ventes de Duralex se fait sur un modèle, alors qu'on a 300 références. Donc, il y a un gros sujet à la fois de redynamisation des gammes, mais aussi de rationalisation des gammes, là, pour la partie marketing, offre, mais aussi côté industriel. Donc voilà, on a des sujets qui sont des sujets extrêmement structurants. Et puis, quand je vous parle de retail direct, au-delà du digital, eh bien, il y a le café du Ralex qu'on a ouvert le 16 mai. On a les pop-up stores qu'on va ouvrir à commencer par Paris le 12 juin au Forum des Halles et à Paris 2, donc dans des zones commerciales et dans des centres commerciaux à fort trafic. Et on veut en fait traiter aussi et s'adresser à nos clients, et je reviendrai sur la partie client français un peu plus tard, de manière directe, c'est-à-dire maîtriser l'offre, maîtriser ce qu'on leur propose, maîtriser les produits, l'assortiment, les prix, travailler l'expérience client nous-mêmes et en fait tester aussi notre offre, tester notre mise en avant et ce qu'on leur propose et les prix. Et puis évidemment, on collecte de la donnée. Donc ça, c'est l'aspect pragmatique que tout le monde peut connaître dans le retail. Alors on le fait, c'est des projets qui sont autoportés, puisqu'on a peu d'argent, peu de budget. Et, euh, et on n'a pas vocation à ouvrir et faire du retail nous-mêmes. C'est un métier à part, le retail, pour ceux qui connaissent. Et beaucoup de marques se sont essayées au retail et c'est très compliqué, le retail. C'est un autre métier. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais c'est un autre métier. Donc, si on se lance dans le retail, il faut le faire comme si, il faut le faire de manière très professionnelle. Et avec ce que ça sous-entend en termes de gestion de boutiques, de beaux commerciaux, de personnel, de gestion de personnel, de boutiques. Donc, c'est un autre métier. Mais ce canal de distribution-là, pour nous, c'est un levier important. Là, je vais vous parler spécifiquement de la France, puisque on fait entre 10 et 11 millions de chiffre d'affaires en France et que 4 millions sont faits dans la grande distribution alimentaire. Et la grande distribution alimentaire nous sous-représente. La grande distribution alimentaire, c'est avant tout de l'alimentaire. Et ils ont des rayons non alimentaires que vous connaissez tous. On vend un peu de fringues, un peu d'art de la table, un peu d'électroménager, etc. Mais c'est très largement insuffisant. C'est pas satisfaisant pour moi puisque on a très peu de références qui sont en permanent, en tout cas trop peu. Il y a évidemment ensuite les promos et les prospectus, etc. Mais donc le sujet aujourd'hui, nous, c'est de faire bouger les lignes et d'être mieux distribué, à la fois sur le nombre de références qui sont distribuées, le merch, la distribution numérique, etc. Donc, au travers du retail direct, on va montrer l'exemple, on va essayer de faire bouger les lignes, et si les centrales nationales ne bougent pas et ne se mettent pas dans la mouvance de le prix d'un produit fabriqué en France est différent d'un prix fabriqué en Chine, et qu'on n'arrive pas à valoriser le savoir-faire, la qualité, le verre trempé français, etc. Ben on a, et c'est la stratégie qui est la nôtre, c'est d'aller vers des canaux de distribution qui sont rentables et qui correspondront surtout à notre positionnement, c'est-à-dire on va premiumiser la marque, on va être beaucoup plus sur des sujets de tendance. Duralex est une petite société verrière, certes patrimoniale, mais à l'échelle des géants mondiaux, chinois, américains, Libye, turcs, Passabatch, Lave, Arc, un autre géant français, mais très déficitaire, très sponsorisé par la dette et par les aides publiques. Euh, Aujourd'hui, nous, on va garder notre positionnement et on va le renforcer de niche de la niche. Donc, on veut proposer des produits variés qui soient des produits vraiment différenciés. D'accord. Alors justement, on avait une question un peu en ce sens de Philippe.
qui était quid du positionnement par rapport à la concurrence, notamment chinoise. Donc, Je ça va pense que être c'est assez élément. clair déjà. Le positionnement par rapport à la concurrence chinoise déjà ne fait pas majoritairement, vous achetez peu de verre trempé déjà, donc on n'est pas sur la même qualité. Donc d'ailleurs c'est un de nos gros challenges, hein, si on reste sur la grande distribution encore pour l'instant, un acheteur de grande distribution ne fait pas la différence entre un verre recuit et un verre trempé, alors que le processus de fabrication et donc les coûts de fabrication n'ont rien à voir. Donc ça, donc nous aujourd'hui le devoir, enfin en fait notre exercice d'augmentation de la gestion des prix et des marges, je vous l'ai dit clairement, c'est d'aller vers des canaux de distribution qui sont rentables pour nous. Alors, Le problème du prix, je vais vraiment aborder le sujet client. Aujourd'hui, c'est très simple, hein. Nous avons la possibilité, je l'ai déjà dit, je peux le répéter ici avec plaisir. Si sur les 65 millions de Français, ou on va dire aux 27 millions ou 30 millions de ménages français, chaque ménage français achetait un seul verre, pas six, pas quatre, un verre français, on sauve Duralex. Et on sauve Duralex doublement, puisque nous sommes en société coopérative et que si nous sauvons cette entreprise par l'achat, euh, il n'y aura pas d'enrichissement d'un actionnaire, il n'y aura pas d'évasion des capitaux et des bénéfices. Donc, on la sauve doublement puisque nous nous engageons à acheter des produits locaux et en société coopérative, il n'y a pas de rémunération du capital. Donc, ça reste dans l'entreprise, c'est immédiatement réinvesti, c'est pour les salariés, c'est pour l'investissement local et c'est pour la pérennité de l'usine. Donc, ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le prix du Made in France. Le prix du Made in France, il y a le prix déjà de la qualité du Ralex et il y a le prix du Made in France. Le prix du Made in France n'est pas le prix d'un verre chinois. Il y a peu de clients français, je reste sur la France exprès, il y a peu de clients français qui auront l'occasion de se dire, tiens, en achetant le verre chinois, j'ai sauvé des emplois. En achetant le verre chinois, j'ai une chance d'aller visiter l'usine où ça a été fabriqué, etc., etc., etc. Donc nous, on est une entreprise engagée et on veut que les Français soutiennent la production et l'industrie française. C'est très simple. Et c'est d'autant plus impactant que dans une société coopérative, il n'y a pas d'actionnaire étranger, il n'y a pas d'actionnaire tout court, et que donc tout passe, 75% des bénéfices, le moment venu, seront en réserve et viendront augmenter les fonds propres de l'entreprise. Ça, c'est un message extrêmement important. Je le disais hier aux rencontres du Made in France. L'achat engagé, c'est beaucoup plus puissant qu'un bulletin de vote. Si vous allez dans un rayon de la grande distribution et que vous allez privilégier une marque de thé 1336, par exemple, pour pas la nommer, ou un verre Duralex, vous avez un lien direct sur ce qui peut vous impacter vous demain dans votre localité s'il s'agit d'une autre entreprise que la nôtre. Et le schéma est le même pour des centaines d'entreprises françaises. merci beaucoup. Du coup, oui, je voulais continuer en fait sur le côté. On a parlé un petit peu au début et au fil de l'eau des projets d'avenir pour la relance, pour voilà. Donc le café boutique, le site internet, si j'ai bien compris, où on pourra commander en ligne directement. J'ai vu passer aussi des concours dessin avec des écoles, vers républicains. Peut-être vous pouvez nous en dire plus justement sur tout ça, tous ces projets, Oui. d'autant qu'après on avait une question que je vous poserai après par la suite. Oui, bien sûr. Il y a tout un volet qui consiste pour nous à être intelligent on n'a pas de budget pour de la communication, donc on communique, on profite sur des choses qui sont des relais médias. Donc quand on ouvre un café du Relax, on le fait pour des bonnes raisons, comme je vous le disais. Mais on a évidemment des retombées presse équivalent presse pub qui sont très importantes. Le concours de dessin, ben, ça va de soi, hein. Là, on est sur la branche vintage de l'aspect patrimonial de la marque. Donc les écoles, on continue de leur parler. Les écoles, c'est la commande publique, c'est les cantines, c'est les restaurants d'hôpitaux, les restaurants de prison, c'est tout ce qui est restauration collective. C'est un marché important pour Duralex, c'est 30% de notre activité en France.
Donc, le concours dessin, ben, ça va de soi, hein. On est à la fois sur la réactivation du lien cantine, on travaille ben, sur qui seront nos clients de demain. Ces chères têtes blondes seront nos clients de demain aussi. Donc voilà, on est sur des choses très simples hein, en fait. Le sujet vraiment pour rester sur le dessin, on va travailler avec un designer connu pour dessiner le futur de Duralex, future collection Duralex. On va s'éloigner un peu de la table pour aller un peu plus sur la maison. On lance des produits dérivés, des t-shirts, des hoodies, des choses qui vont ramener la marque à un niveau un petit peu plus premium, hein, comme je disais, donc en choisissant des partenaires français, du textile français, donc des choses de grande qualité. Donc voilà, nouveaux produits, nouvelles collections, nouveaux canaux de distribution en direct des partenariats avec des écoles de design dans le monde entier, notamment en commençant par la France évidemment, et pour créer du lien entre nous, nos distributeurs, là, sur la partie B2B avec des stages en entreprise pour les étudiants, avec une bourse pour le lauréat des projets pédagogiques chaque année. Donc, voilà, beaucoup de choses. D'accord. Et justement, donc, dans les questions, on avait une question de Véronique sur le futur, les collaborations avec d'autres marques. Est-ce que c'est un levier business stratégique pour la marque dans le futur? Si Ouais. oui, pourquoi? Et avec quelle marque vous envisagez de vous associer? Donc après, je ne sais pas si vous pouvez nous dire ou si c'est encore... voilà. Oui, alors la partie collaboration, elle est très importante dans notre stratégie de repositionnement, puisque à l'instar de Kawaii, à l'instar pour ne pas le nommer, des marques patrimoniales comme celle-là, les collaborations bien choisies, elles sont extrêmement instrumentales pour le repositionnement de la marque. Donc oui, il y aura d'autres collaborations. Ok. Et on a une question un peu précise de FD. Donc, communiquez-vous sur le modèle historique Gigogne. Mhm. Et les chefs d'entreprise français sont-ils sensibles à la marque plutôt qu'à des marques plus luxueuses? Les chefs d'entreprise français sont-ils, pardon? Alors, les chefs d'entreprise français sont-ils plus sensibles à la marque plutôt qu'à des marques plus luxueuses? Du type, je sais pas, peut-être que FD peut préciser, je sais Oui, pas. parce que l'entreprise achèterait quoi d'autre, par exemple? Euh, chef français de cuisine, pas Ah, d'entreprise. très bon point. Voilà, c'était Alors, une. je vous disais, 30% de nos ventes aujourd'hui, c'est le café, hôtel, restaurant, restaurant hors domicile. Et là, on s'engage très fort avec des partenariats avec des chefs, à la fois pour valoriser l'excellence, le savoir-faire, et travailler sur la fonctionnalité aussi, donc de nos gammes dans les cuisines et sur les tables. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des partenariats forts qui sont dans le pipe. Je vais tourner une vidéo avec le chef Christophe Hay le 3 juin pour lancer un partenariat avec ce grand chef. Ouais, tout à fait. D'accord. Et toujours pour ce côté un peu marketing, client, on a une question à nouveau de Véronique qui était qui est le profil en fait du client? Quel est le profil du client Duralex, le profil type? Alors, le profil type, aujourd'hui, naturellement, il a plus de 40 ans, il nous a connus dans les cantines. Et lui, il est patrimonial pour la France, encore une fois. Nous, on va chercher du 25-40 maintenant sur du CSP+, sur l'équipement de la maison, sur des choses tendances. Donc voilà, on peut de manière très synthétique, plus de 40 et 25-40 sur le plus de 40 ans, il est son sujet pour nous dans l'approche, elle est moins sur les revenus, elle est plus sur sa connaissance et l'émotion qu'il y a autour de la marque. Le 25, 30, 40 ans, il connaît peut-être moins la marque que tes cantines, quoique, je suis toujours surpris. Mais lui, en tout cas, on va le chercher pour le persona qui est autour de je, je suis quelqu'un qui va faire un achat engagé autour de, oui, pour moi, mes valeurs, le Made in France, le développement durable, le local, les circuits courts,
ça parle. Et donc, cette catégorie-là, ce segment-là, 25-40, est très réceptif à ce type d'argument. Ok. Et moi, j'avais aussi une question. C'est pour vous, est-ce que la relance, c'est plutôt un sprint ou un marathon? C'est un marathon. C'est un marathon car l'industrie est un modèle économique, contrairement au service, qui est un modèle sur un temps long. Donc, on ne fait que naviguer entre l'urgence marketing et commerciale, mais dans le même temps, l'industrie est un modèle long qui a besoin de temps. Je vois quelqu'un qui dit, les 30 ans, oui, bien sûr, vous avez Oui, raison. Le- mais la c'est bien, ça veut segmentation, dire qu'il y a non, aussi... mais la segmentation client, elle a évidemment, elle est très, elle est très, elle laisse toujours de côté des gens qui, oui, effectivement, les gens ont connu la cantine, les verres de cantine. Ma fille a 17 ans, elle connaît les verres du Ralex, indépendamment de son père. Donc oui, mais je vous donne les grandes lignes. Je pense qu'on a des passionnés parce que là, on a parlé des verres Gigogne, là maintenant on parle des verres Picardie, apparemment que quelqu'un a Ouais. chez elle. Oui, oui, bah Euh, le gigogne, le verre plutôt rond, hein, que tout le monde a connu dans les cantines. Le verre Picardie, c'est le verre à facettes, qui lui est encore plus iconique en dehors des cantines. Alors, je vois euh, vous présent sur les réseaux sociaux, oui. mais je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez ce qu'on fait. Et dans la question, il y a aussi, est-ce que vous avez des ambassadeurs pour promouvoir la marque? Donc peut-être en plus des réseaux sociaux, est-ce que vous avez peut-être ce qu'on appelle soit des ambassadeurs, soit peut-être des influenceurs, soit voilà, des Bah, on personnalités démarre peut-être? Loïc Ballet pour l'épicerie Loïc B, qui est un chroniqueur TV sur Télématin. L'épicerie Loïc B, le Café du Ralex, c'est avec lui, c'est un partenariat avec lui. Et on a Christophe Hay, je vous l'ai nommé tout à l'heure, qui est ce grand chef français étoilé dans son établissement Fleur de Loire, voilà, à Blois. Alors on a une question très pointue de FD qui voudrait savoir si le Moyen-Orient est un axe de développement, ou peut-être vous êtes Non, déjà implanté. non. Le Moyen-Orient n'est pas, le proche Moyen-Orient est une région difficile pour des raisons de circuit de distribution et de prix. Et on a une nouvelle question sur quelle est la stratégie seconde chance produit petit défaut? Est-ce qu'elle existe chez Duralex? J'ai entendu aussi parler à un moment donné, vous avez évoqué peut-être des visites d'usines, donc je sais Non, pas. bien sûr. Une entreprise engagée patrimoniale comme nous, elle se doit d'être ouverte à ses clients, à son public. Donc, la visite d'entreprise, la visite d'usine, ça va être pour nous très important. Ça va être doublement important parce qu'on va ouvrir un magasin d'usine dans l'usine avec un musée, une partie archive. Donc, il y aura tout un parcours client, évidemment, visite usine, musée, archive, achat, bien sûr. Bien sûr. Et l'autre question, c'était? Alors l'autre question, pardon, c'était est-ce qu'il y avait une stratégie seconde chance produit petit défaut chez Ouais. Duralex ou en prévision? Exactement. Alors en fait, pour renforcer le lien entre les clients français et Duralex, plutôt que de casser aujourd'hui certaines productions sur les montées en teinte, descentes de teinte, etc., on va véritablement, euh, alors ça dépasse une approche durable, hein, c'est surtout une approche de marketing, moi, qui m'amuse beaucoup. On va commercialiser en format capsule des teintes qui de fait seront uniques, des verres qui sont de fait uniques. Ça va faire partie des choses qu'on va travailler dans la premiumisation de la marque. Ouais. Ok. Un peu comme le vert républicain peut-être ou complètement Ah encore non, autre ça n'a rien chose? à voir. Le verre Rien à républicain, là, voir. c'est l'Élysée qui nous demande une série limitée avec son packaging, etc. Ouais. Le verre républicain, le verre de l'Élysée n'a aucun défaut. Ne racontez pas à l'Élysée qu'on leur a Il vendu est des verres parfait alors, républicains. il n'y a pas Ils de sont souci. parfaits. Du coup, on a Brigitte ne serait pas contente si les oui, non. verres. On a Nicolas qui devait partir et donc nous vous remercier pour l'intervention et disait au passage qu'il allait retourner acheter des verres même s'il en a déjà deux douzaines. Ben, www.duralex.com. Mm. Le sujet important, vraiment, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas satisfait aujourd'hui de la distribution, des canaux de distribution actuels. Donc, vous allez avoir un store locator en bon français, c'est-à-dire sur notre nouveau site internet, vous allez pouvoir avoir l'accès à l'information sur où nous trouver.
Ok. J'avais une question également que j'ai reçue, non pas via le chat, mais Apparemment, on en a amont. quelqu'un qui voudrait vendre, qui voudrait absolument distribuer nos produits au Moyen-Orient, Ah oui, qui creuse, qui oui, oui. creuse. Oui, pardon, oui. Donc, Non, non, mais pour on va des... pas. Je vous ai donné ma réponse sur le Ok, Moyen-Orient. donc on revient pas sur le sujet Moyen-Orient. Donc oui, j'avais une question qui est arrivée en amont donc, de la visio, qui était par rapport à la gestion du personnel, comment maintenir l'adhésion. Ah bah, écoutez, là, pour le coup, c'est un exercice qui est vraiment au cœur du réacteur de la société coopérative et participative, hein. On a franchi une étape importante dans l'implication de l'ensemble des salariés. Ouais, c'est très fort. Et du coup, j'avais aussi une autre question, c'est pour vous, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on traverse une crise profonde? Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise qui peut être peut-être au bord de la rupture? Bon, déjà, c'est difficile pour moi de pouvoir conseiller quelqu'un sans, déjà sans connaître sa problématique. Non, très vraisemblablement, on va dire qu'il faut des fonds propres, hein. Il faut avoir, c'est le nerf de la guerre quand même, besoin en fonds de roulement suffisants. Donc, et c'est pour ça que, indépendamment du reste, on peut avoir des très beaux projets et des très beaux plans. C'est sûr que à la base, le besoin en fonds de roulement reste le sujet quand même fondamental. Donc c'est vrai que souvent, une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui a un gros souci déjà de cash. Donc le sujet, souvent, c'est est-ce qu'il est déjà trop tard ou pas, en fait, hein, pour relancer et commercialiser et aller chercher des nouvelles parts de marché. Il faut évidemment ne pas avoir de problème de cash. On a une nouvelle question de Philippe. Pensez-vous que votre expérience et modèle puissent fonctionner dans d'autres domaines de l'industrie, donc par exemple Mittal, Arcelor actuellement ou d'autres? Alors, tout est possible, la preuve. Maintenant, je pense que chaque projet très différent, très spécifique. Donc, donc, je vous l'ai dit, le modèle Scope est très intéressant commercialement quand je parle aux citoyens français. Nous, collectivement, je le répète, je le martèle, nous avons dans les mains quelque chose qui est plus fort qu'un bulletin de vote. On achète français, on sauve une entreprise. Enfin, vous pouvez venir à Orléans, voir l'usine, voir les salariés Duralex travailler, faire les verres. Ça ne vient pas, ça n'a pas été fabriqué loin d'ici, ça n'a pas été expédié par conteneur, ça n'est pas arrivé au Havre, à Dunkerque ou à Anvers. Ça n'a pas pris la route. On a une empreinte carbone, on a une approche RSE, c'est très vertueux tout ça, hein. Et la différence de prix, très franchement, elle est en ce qui concerne nos produits, elle est tout à fait acceptable. Encore une fois, on n'a pas vocation à servir l'ensemble du marché. On n'a pas la prétention de vouloir servir l'ensemble du marché, mais euh, la revalorisation, la premiumisation de produits Duralex, elle est tout à fait possible, absorbable par, euh, par le français. Ouais. On a un commentaire donc, de Virginie qui dit la valorisation de la notion d'engagement par l'instrument juridique de la SCOP est très pertinente et je vois bien, et mettre en perspective avec la notion de société à mission. Merci de cette position. Et on a alors Périni qui dit peu d'entreprises en France sont des coopératives SCOP. N'est-ce pas le modèle de demain? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le modèle de demain, c'est l'engagement. Donc, comment, comment remettre la citoyenneté, la souveraineté française au cœur de la consommation? C'est ça l'enjeu. Après, aujourd'hui, je le répète, si la société est coopérative, elle n'a pas d'actionnaire, donc il y a quelque chose de très vertueux, c'est-à-dire que je pense que tout le monde comprend ça très bien. Euh, je suis actionnaire de Duralex, je veux un retour sur investissement, je veux le contrôle de la boîte, je veux des bénéfices des dividendes. Et les bénéfices dividendes, ils sont pas réinjectés,
dans la société. Étant donné que le modèle Scope est complètement hermétique et éloigné de ce sujet-là, chaque exercice bénéficiaire part en réserve et vient accroître les fonds propres de la société, donc peut être utilisé pour réinvestir. Il y avait une question, comme tout à l'heure, qui était posée en amont. C'était le Made in France. Au final, aujourd'hui, est-ce que c'est une force ou une contrainte? C'est clairement deux sujets. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet de nous projeter sur la stratégie France et la stratégie internationale. Le Made in France, quand il est vecteur de qualité, d'expérience, de savoir-faire, c'est une force. Donc, le sujet, c'est pas ça dépasse le Made in France. C'est un Made in France, mais quels sont les critères qui sont mis en avant? Donc, évidemment, la qualité, sans doute, l'image, c'est un point fort. Donc, c'est un point fort à l'étranger pour la qualité, pour l'image de l'art de vivre à la française, pour cette image qu'a la France autour de... Pour nous, ce sont les arts de la table, hein, donc c'est verres, assiettes, mugs, tasses, plats, boîtes de conservation, etc. Donc c'est un atout. En France, très clairement, euh, il y a une vraie tendance aujourd'hui, quand même, qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est évidemment une force si on sait bien expliquer, valoriser, positionner ce que c'est qu'un problème de France. Et il y avait une autre question, c'était y a-t-il eu des moments de doute où tout semblait perdu? Donc j'imagine que ça veut dire au moment de la proposition de reprise en scope. Les moments de doute depuis, Non, je pense que c'était au moment de reprendre en scope, parce qu'il y a eu des moments de doute où tout semblait perdu. alors, dans le cadre d'un projet de reprise, c'est compliqué de répondre à ces questions parce que je pense que la question est pas Alors comme c'est pertinente. une Enfin, question qui a pardon pour été en celui qui la amont, je pose, ne peux mais pas préciser plus. est-ce qu'il y a des moments de doute au moment où on reprend la boîte? Non. Ok. On a une question de Véronique. Peut-être l'avez-vous déjà dit. Quel est le CA global aujourd'hui et quelle est l'ambition de progression à 3 ou 5 ans? Oui, alors au moment de la reprise, 26 millions, 32 millions cette année et 35 millions le plus rapidement possible pour atteindre notre seuil de rentabilité. Donc là, quand vous parlez de ces chiffres, c'est en global, c'est pas juste France ou voilà, c'est. Oui, la France, c'est 14 millions cette année avec un gros chiffre d'affaires sur boutique et Internet et une grosse partie aussi en distribution, grande distribution. De 10 à 14 millions. Ouais. Euh, ok, je ne sais pas si voilà, il y a peut-être d'autres questions qui vont être amenées à être posées. En tout cas, enfin, merci vraiment beaucoup. C'est vraiment très Ah non. intéressant et de partager en toute transparence.